Salut à tous, bienvenue au 8e épisode de la sauce Bitcoin. Cette semaine, j'ai accueilli Alexandre Roubaud, qui est le CEO de Bitstack, une jeune entreprise française Bitcoin qui va lancer très bientôt et qui consiste à sauver de l'argent pour les jeunes Français, plus précisément du Bitcoin évidemment, car c'est la meilleure forme d'argent possible au monde. Alexandre est quelqu'un que j'ai rencontré, ça fait très longtemps dans mes débuts entrepreneuriales, donc je l'ai vu grandir depuis tout le début et c'est quelqu'un que j'admire énormément par sa persévérance et ses nombreuses connaissances qu'il a. Donc un épisode à ne pas manquer, vous risquez d'en apprendre beaucoup, donc bonne écoute. Bonjour, bienvenue au 8e épisode de la sauce Bitcoin. Je suis avec un ami de longue date Bitcoiner ici avec moi, Alexandre Roubaud, qui est également le CEO de Bitstack, une entreprise Bitcoin en croissance en France. Et Alexandre aussi a beaucoup d'expérience dans d'autres startups de Bitcoin et crypto dans le passé. C'est comme ça qu'on a fait notre connaissance. Si je me rappelle bien, Alexandre, on s'est rencontrés alors que tu travaillais sur un projet qui s'appelait Crypto AI, n'est-ce pas? Et C'est ça. moi aussi, dans ce temps-là, j'étais dans une autre startup qui s'appelait MiningX. Ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, mais tous les chemins mènent à bon port. Et aujourd'hui, je pense que tu es dans une position que tu aimes bien. Donc, si tu pourrais donner un peu ton background, comment tu es rentré dans le Bitcoin, c'est quoi qui t'a intéressé dans tout ça? Et peut-être aussi parler un peu de Crypto AI, c'était quoi le but? Parce que j'ai vu que tu le mentionnes plus sur LinkedIn. Donc, peut-être que tu voulais le mettre dans le passé et puis le mentionner, mais juste savoir comment tu es rentré dans le Bitcoin et tout ça. Ouais, bah, faisons comme ça. Puis merci Mathieu pour l'invitation, c'est avec plaisir. Puis ça te permet un peu de catch-up. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se connaît, mais qu'on ne s'était pas parlé. Euh, Comme tu l'as très bien dit, on était tous les deux sur deux autres projets. Mais j'allais dire, c'est un peu les projets qui nous ont amenés à là où on est aujourd'hui, comme tu l'as dit. Donc, c'est bien de partager les retours d'expérience là-dessus aussi. Je vais en parler justement parce que pour moi, ça a été un de mes première introduction à Bitcoin. Moi, j'étais étudiant et enfin, je sais qu'on était tous les deux étudiants en plus. Moi, j'étais étudiant à l'université de McGill. Euh, je travaillais sur un projet, donc Crypto.ai, qui était un projet d'audit sur actifs numériques, principalement sur Bitcoin. Il faut se remettre dans le contexte. On est à peu près en 2016, puis on entame l'année 2017 et c'est un projet qui se termine en 2018. Je tombe sur Bitcoin durant mes années universitaires à Montréal, à l'université de McGill. Je décide comme quoi Bitcoin est vraiment un trou sans fin. Je décide très rapidement d'explorer ça via un projet. Donc, je lance Crypto.ai avec deux amis à moi qui étaient aussi des étudiants à l'université de McGill et un qui faisait son doctorat à Mila en machine learning. Puis, on décide d'explorer Bitcoin, puis de voir où ça nous mène. On rejoint l'accélérateur de l'université de McGill, qui est le McGill X1 Accelerator. Puis, on décide de rencontrer un peu tous les différents acteurs de l'écosystème. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, puisque vous travaillez sur un autre projet aussi, pour apprendre. Le but, vraiment, c'était d'apprendre le plus possible sur Bitcoin. Ce qu'on se rend compte à ce moment-là, en rencontrant d'ailleurs principalement des exchanges qui étaient d'ailleurs nord-américains, puisque pas mal de l'écosystème, la chance qu'on avait, c'est qu'à démarrer à Montréal, enfin au Canada en tout cas, puis en Amérique du Nord. Donc pas mal des exchanges, mais aussi des custodians. Jamais su c'était quoi la traduction en français de custodian, mais un peu de genre de banque d'actifs numériques, on va dire. Commencer à vraiment avoir une demande institutionnelle qui était assez importante. Vraiment, je pense que ça a été un peu vers ces années-là, 2017, que la demande institutionnelle a arrivé. Et pour moi, je pense que c'est un des premiers moments où Bitcoin s'est institutionnalisé comme classe d'actifs. Et donc, du coup, il y avait un besoin, notamment de EY, enfin des grands cabinets de conseil et d'audit, donc EY, KPMG, etc., qui ont une demande client institutionnelle et donc qui ont besoin d'outils et de solutions pour auditer Bitcoin et les autres actifs numériques. Donc à ce moment-là, on rencontre une autre société canadienne, montréalaise, est une société custodienne et qui travaille donc eux, sur un produit de custody pour Bitcoin.
Et donc, eux avaient eux-mêmes un conflit d'intérêts puisqu'ils ne pouvaient pas développer ces solutions pour s'auditer eux-mêmes, puisqu'ils étaient custodians, et étaient en discussion avec d'autres compagnies d'assurance pour développer ce qui est finalement aujourd'hui très connu sous le nom de Insured Custody, donc de la garde d'actifs numériques avec une police d'assurance. Maintenant, c'est courant, mais à l'époque, ça c'était en train d'être construit. Et donc, nous, on s'est retrouvés en fait finalement au milieu de ces deux conversations de cette conversation entre ces deux acteurs-là, et du coup a amené à développer deux solutions spécifiques. La première, bon, encore une fois, maintenant tout ça c'est très commun, mais à l'époque c'était moins commun. Une solution de proof of reserve, qui était simplement en fait de faire des checks on-chain pour s'assurer que les fonds détenus par un custodian pour le compte de tiers étaient bien sur les adresses qui étaient communiquées à l'auditeur, par exemple. Et dire, bon voilà, il y a X bitcoins qui sont sur cette adresse, il y a X bitcoins qui sont sur cette adresse, c'est nos adresses à nous. Et s'il y a des mouvements de fonds, ben, on va pouvoir les auditer pour s'assurer que voilà, les fonds sont bien là où ils doivent être. Ça, c'était la première solution. Et la deuxième solution, c'est un proof of ownership, donc preuve de propriété, pour s'assurer que cryptographiquement, ils puissent signer un message et prouver qu'ils étaient bien les détenteurs de la clé privée de l'adresse Bitcoin sur lequel les fonds étaient déposés, encore une fois dans un contexte d'audit. Donc moi, comment j'aime bien visualiser ça, et c'est un peu à force de faire l'exercice qu'on a donné cette analogie, mais c'est un peu, je donne un cadenas qui est fermé, si tu peux me rendre le cadenas ouvert, ben, je sais que tu as la clé, puisque le cadenas est spécifique à cette adresse-là. Donc c'est comme ça qu'on expliquait ça aux auditeurs, puis voilà, on travaille sur différentes solutions. C'est resté finalement un projet de recherche, mais pour répondre à la question, c'est ce qui nous a amené, et moi personnellement principalement, à tomber sur Bitcoin et à explorer Bitcoin de fond en comble. Puis, fin de mes études, je mets un peu Bitcoin de côté finalement malheureusement, puisque ça restait avec moi jusqu'à là, puis j'y suis retourné maintenant. Mais j'ai rejoint une autre société en fintech, puisque du coup, c'était un peu le domaine qui m'intéressait, pour diriger le développement produit et qui tournait autour de l'épargne. Donc l'épargne pour les jeunes, la finance personnelle, pourquoi épargner c'est important, etc. Et donc c'était d'un point de vue nord-américain, donc c'est encore à Montréal. Puis 2 ans plus tard, puis là je vais raccourcir un peu et après on pourra creuser. Mais 2 ans plus tard, je termine un peu cette aventure avec cette société qui est devenue finalement leader de l'épargne au Canada chez les jeunes. Et je décide de quitter cette société puisqu'elle se fait racheter. Et c'est là, en fait, finalement, que j'ai eu un croisement entre deux chemins qui est ma mission autour de l'épargne des jeunes, puisque c'est quand même pour moi le début de l'aventure de finances personnelles de chaque personne. C'est épargner, c'est mettre de l'argent de côté pour financer des différents objectifs de vie. Aujourd'hui, les gens financent un projet immobilier, se construire un patrimoine pour sa retraite, etc., etc. Et finalement, en fait, je me suis dit, bah, tiens, toutes ces années sur Bitcoin et la conviction personnelle que moi, je me suis bâti autour de Bitcoin et les effets tous les bénéfices que Bitcoin m'a apporté, finalement, autour de cette mission de l'épargne, Bitcoin, ça fait du sens. Donc, je me suis dit, on peut avoir un impact fort autour de la finance, parce que finalement, l'argent, c'est un sujet qui est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas avoir une proposition de valeur autour de l'épargne chez les jeunes en Bitcoin? Et donc, de se construire une épargne en Bitcoin directement. Et donc, Bitstack, en fait, est né comme ça, pour faire l'intro un peu là où on en est, enfin là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, j'en suis avec Bitstack, ce projet, qui est d'aider les jeunes à se construire une épargne en Bitcoin et reprendre en fait finalement cette mission que j'avais depuis quelques années dans cette autre société, mais qui est de rendre l'épargne ludique, accessible à tous et très simple. Parce que pour nous, ça part de là. L'objectif, c'est de aider à mettre de l'argent de côté et à se construire une épargne. Et ensuite, finalement, de venir en disant, ben, en fait, une fois que vous arrivez à mettre de l'argent de côté, on peut du coup se poser la question de où est-ce qu'on met cet argent, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on le place, et donc de mettre cet argent en Bitcoin, et de le convertir finalement, parce que ça commence en euros, de le convertir en Bitcoin et de s'accumuler une cagnotte Bitcoin qui est son épargne Bitcoin. Voilà, donc ça c'est un peu l'histoire, comment j'en suis arrivé à Bitstack, et donc depuis quelques années maintenant dans Bitcoin. Super, t'es un excellent vulgarisateur. Je sais que c'est toi qui donnais les pitchs dans le temps aussi pour Crypto AI. Si je me rappelle bien, c'était bien dans l'accélérateur D3, n'est-ce pas, qu'on s'est rencontrés C'est ou ça. autre chose. Si dans le fond, c'est à travers l'université Concordia, il y a plein de compagnies FinTech qui peuvent être accompagnées par des experts.
et qui peuvent être guidés justement à trouver c'est quoi les besoins de leurs clients. Juste pour clore le sujet, dans le fond, de Proof of Reserve, parce que je trouve ça très intéressant que tu mentionnes ça, vu que tu as beaucoup de faits de recherche là-dedans. Nous, tu sais, Bull Bitcoin, on est un des seuls échanges justement qui est non-custodial. Donc, tous les problèmes reliés à justement prouver pourquoi c'est très difficile de prouver que tu as vraiment les fonds Bitcoin que tu détiens pour différentes raisons, pour des raisons de sécurité. Tu ne veux pas aussi révéler les adresses nécessairement de tes clients ou de tes propres pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'anonymat. Donc, il y a toujours le besoin d'employer justement un parti tierce qui va agir en tant qu'acteur indépendant, mais qui va aussi demander de la confiance. Donc, je ne sais pas si vous êtes arrivé un peu à ces mêmes conclusions, justement parce que j'ai écrit un article il n'y a pas trop longtemps sur ce problème-là exactement. Et Nick Carter, il fait beaucoup de recherches là-dessus aussi. Puis au bout du compte, sur tous les échanges qui existent en ce moment, il y en a très peu qui font ce genre de processus de proof of reserve. Même si les clients le demandent, en fait, une très mince partie des clients le demandent parce qu'ils font tout simplement confiance aveuglement. Mais il y a aussi tous ces challenges-là. Si tu peux juste clore le sujet à ce sujet, vu que tu as beaucoup fait de recherches là-dedans, est-ce qu'il y a vraiment une solution à ça ou au bout du compte, il y aura toujours ce besoin nécessaire de faire confiance à quelqu'un quand on parle d'un échange custodial qui garde les bitcoins d'un client? C'est une bonne question et je pense, bon, finalement, avec Bitcoin, on se rend compte qu'il y a des trade-offs à plein niveau. En fait, finalement, il y a tout ce qui est, excusez un peu le franglais, je pense qu'on a tous les deux l'habitude canadienne d'avoir beaucoup de franglais, mais T'inquiète pas, c'est correct. c'est pas grave. Mais il y a plein de best practices et je pense qu'on a tous, enfin, de façon optimiste, tendance à penser qu'on a tous envie de pousser les best practices. Ça me paraît être un peu la mission et d'essayer de garder les valeurs que Bitcoin pousse ou détient. Mais il y a un trade-off, effectivement, parce qu'aujourd'hui, nous, on le voit d'ailleurs sur notre produit avec Bitstack, il y a les best practices et il y a là où en sont différentes personnes. Enfin, en plus, ça dépend de la cible utilisateur. Aujourd'hui, si on part sur une cible de personnes qui ont à peine ou peu entendu parler de Bitcoin et qui souhaitent faire le premier pas, bah, finalement, je regarde à ma propre expérience en tant qu'utilisateur. On est beaucoup, pour pas généraliser à tous, passé par une expérience où bah, au début, on s'introduit à Bitcoin pour en détenir. En fait, finalement, on se pose pas d'autres questions. On veut d'abord détenir Bitcoin. Enfin, on veut en tout cas penser qu'on en détient, justement. On en achète, c'est un peu la première étape pour ceux qui en ont peut-être miné avant, mais la plupart maintenant c'est acheté. Une fois qu'on en achète, on commence du coup à avoir du skin in the game et je pense que c'est un peu pour moi là, pourquoi on pousse à vraiment d'abord pousser l'exposition à Bitcoin parce que c'est en détenant qu'on commence à comprendre les effets de Bitcoin, les effets positifs de Bitcoin et les valeurs justement qu'il a. Et c'est ensuite après qu'on peut du coup expliquer les différents trade-offs. Donc pour revenir sur ton point, aujourd'hui les exchanges ont deux choix. Enfin, je simplifie, hein, mais il y a le choix d'être custodial ou non custodial. Je trouve que le non custodial c'est top forcément. Enfin, on peut pas le nier. Par contre, du coup, ça demande un peu plus d'effort à l'utilisateur, ce qui est totalement OK. Mais finalement, on le voit, et moi je l'ai vu en fait en rentrant en France, en fonction de la cible à laquelle on parle, c'est difficile de pousser du non-custodial. On est souvent surpris, les gens font l'effort, d'ailleurs, ça c'est pour donner le point positif, mais il y a en fait toute une classe ou toute une cible de personnes qui ne se posent pas encore ces questions-là. Et du coup, pour revenir sur les solutions de proof of reserve, pour moi, c'est une responsabilité entre guillemets de l'exchange de dire est-ce que je dois prouver que je détiens les bitcoins. Je pense que c'est à minima une bonne chose à faire si on fait du custodial. C'est ben voilà où on est l'argent qui est détenu pour des comptes de tiers. La raison pour laquelle il y en a qui le font pas, c'est parce que les fonds sont utilisés pour d'autres raisons. Hein, on pourra peut-être rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs choses qui sont faites sur la conservation d'actifs numériques et sur la conservation d'actifs Bitcoin. Donc, des solutions de proof of reserve ont été mises en place pour ceux qui décident de donner cette transparence sur leurs actifs et de dire, ben voilà, il n'y a pas de réserve fractionnaire. Si tu détiens un Bitcoin chez nous, il y a un Bitcoin
sur telle adresse. Par contre, voilà, en plus, comme tu l'as dit, il y a quand même des points de confidentialité, donc il y a un trade-off. Je pense que c'est quelque chose qui existera puisque pour moi, la demande du custodial est là, en tout cas aujourd'hui. Elle le sera là pendant au moins quelques années. Donc moi, c'est un peu mon analyse du sujet. Donc, toi, personnellement, en tant que CEO de ton entreprise qui est aussi justement le but, c'est de orange pill des personnes et de leur permettre d'accumuler du Bitcoin pour leur épargne, pour leur futur, pour se sauver du système fiat. Toi, tu as eu à faire ce choix-là de justement d'être non-custodial ou custodial. Puis, si on regarde le marché, c'est sûr que la tendance pousse vers le custodial pour de nombreuses raisons, sûrement pour des raisons techniques aussi, j'imagine, parce que, bon, avoir un système non-custodial, c'est complètement différent parce que chaque action que le client fait, ben, il y a une transaction on-chain qui se fait, donc ça implique des frais on-chain. Bon, toi, est-ce que tu t'es vraiment posé la question pour faire le choix ou naturellement, oui, on va être custodial pour des raisons de facilité pour lancer le projet. Est-ce que tu as eu un processus mental derrière ça ou Ouais, on s'est posé la question. On s'est posé la question. Je pense, toute décision doit se poser avec les pour et les contre. Et finalement, peut-être pour vraiment simplifier la réponse, le choix qui pour nous, qui s'est présenté devant nous, c'était en fait pas de se dire est-ce qu'on doit être custodial ou not custodial, mais pour nous, c'est de dire si demain on veut onboarder et, je vais préfacer ça en disant il y en a qui seront d'accord et il y en a qui seront pas d'accord. Et je pense que la beauté un peu de chacun peut du coup faire ce qu'il veut et présenter différentes solutions. Mais nous, on s'est dit si demain on veut onboarder 1 million de personnes ou plus, est-ce qu'on va être en mesure de le faire avec une solution qui démarre, et du coup je pèse mes mots sur démarre, en étant custodial, non custodial, pardon. Et on s'est dit que finalement, quand je vois l'urgence et les bénéfices que moi j'ai eu à m'introduire à Bitcoin, et moi j'ai commencé sur du custodial, c'est ça qui m'a amené à là où j'en suis aujourd'hui. Donc je me suis dit pourquoi je vais essayer de forcer une expérience qui n'est pas celle que moi j'ai eue par exemple, et qui finalement a bien fonctionné pour moi, puisque je suis passé par du custodial, je suis passé par du Coinbase, je suis passé par finalement depuis toutes les plateformes d'échange et toutes les différentes expériences possibles. Mais c'est ça qui m'a amené à là où je suis aujourd'hui. Je me suis dit, aujourd'hui, je veux que les gens sortent du système le plus rapidement possible. Finalement, pour moi, la valeur numéro 1 de Bitcoin, c'est d'abord de le détenir. En tout cas, d'abord d'y être exposé si on veut se protéger de la partie inflationniste de la monnaie fiat et d'abord répondre à ce besoin de protection de l'épargne. Et ensuite, on peut, en fait, comme une liste de priorités, se dire, ben, OK, ça c'est priorité 1, priorité 2. Bon, maintenant, c'est peut-être de se protéger de la partie censorship ou de la partie privacy ou de la partie counterparty risk. Et je pense qu'après, c'est à chacun de déterminer c'est quoi sa liste de priorités. Peut-être pour les autres, ça sera justement counterparty risk et du coup, détenir du Bitcoin from day one, c'est super important. Mais pour moi, si je regarde à du mass market, 1 million de personnes, la première chose que je veux faire, c'est d'abord qu'ils protègent leur épargne. Et donc, faire une solution custodiale, c'était la solution qui mettait en avant le plus la simplicité. Et donc, qui dit simple, généralement, c'est un peu la clé pour onboarder un maximum de personnes très rapidement. Donc, c'est le choix qu'on a fait. Et quand je disais démarrer, je termine là-dessus, je mettais le doigt vraiment sur démarrer parce que ça ne veut pas dire que demain, par exemple, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur quand même, de pousser ces best practices, de se dire, bah, est-ce que peut y avoir du opt-in pour avoir une solution où les utilisateurs font directement du non-custodial sur une adresse qui est définie. En fait, avoir une feature presque qui dirait, bah, moi, j'ai du custodial par défaut, puisque il y a le risque de tomber sur une personne qui va pas pouvoir le faire elle-même ou qui ne le souhaite pas, mais d'avoir un opt-in, de dire bah non, moi je suis un utilisateur qui veut faire du non-custodial, je donne une adresse sur laquelle on fera le dépôt des bitcoins, et il y a une option de faire du non-custodial sur Bitstack, pourquoi pas. C'est quelque chose qu'on regarde. Mais voilà, c'est un peu pour donner un peu la réflexion qu'on a eue en interne et de se dire bah non, finalement, en fait, je préfère onboarder 1 million de personnes demain et qui détiennent du Bitcoin, et après je m'occuperai de
de les aider à sécuriser leur Bitcoin de manière self-sovereign, quoi. Enfin, c'est un peu les réflexions qu'on a eues. Puis aussi, dépendamment de ta tolérance au risque en tant que dirigeant de ton entreprise, tu as le choix de prendre les bitcoins de tes clients et de jouer avec pour essayer de faire un retour avec, ou de les laisser tranquilles dans un cold storage puis pour s'assurer qu'ils ne bougent pas de là. Mais si c'est le cas et tu les laisses dans le cold storage, ben ça représente un coût pour toi, n'est-ce pas? Parce que probablement que tu dois employer un custodial externe, qu'il y a des coûts associés, évidemment, qui dépendent de la somme totale qui est gardée. Donc, tu as intérêt, j'imagine, en tant que dirigeant, d'inciter les gens à sortir les coins de la plateforme pour avoir le moins de risques possible à l'interne de garder tous ces précieux bitcoins pour les gens. Est-ce que... Ah, vas-y, j'allais juste, enfin, excuse-moi, je te coupe parce que tu dis quelque chose, enfin, qu'on s'est posé en interne. Et en fait, je pense comme beaucoup, c'est entre guillemets, moi j'appelle ça un liability. En fait, en fait, détenir le Bitcoin des autres, c'est un liability. C'est comme détenir beaucoup de données personnelles sur quelqu'un, enfin, en tant que société, enfin, IT ou autre. Mais finalement, quand on parle de l'argent des autres, sans même parler de Bitcoin, d'ailleurs, détenir de l'argent de quelqu'un, c'est un huge liability. Je pense, c'est comme quand ton pote te dit, tiens, tu peux me garder 100 euros, tu me les rends après, bon, bah, t'es moins tranquille. Tu vois, mais donc moi, je vois ça comme un liability. Euh, Après, et peut-être je te laissais finir si ta question était différente, mais euh, pour moi, il y a différentes façons de voir les choses. En soi, c'est un liability, c'est indéniable. Enfin, un liability dans le sens où il y a des risques associés et donc des coûts, comme tu l'as dit, enfin, ou des procédures à mettre en place. Par contre, si c'est faire du custodial pour le faire intelligemment, enfin, on pourra creuser, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Encore une fois, si tout est fait dans la transparence pour l'utilisateur. C'est-à-dire d'expliquer le custodial c'est quoi, si on fait du custodial du coup à froid ou à chaud pour traduire sur du cold storage, si c'est fait sur du cold storage. Je pense que c'est important de communiquer aux utilisateurs c'est quoi les procédures de chaque société, puisque chaque société en plus fait de la conservation d'actifs numériques ou pas différentes. Et puis sur les procédures qui sont mises en place, est-ce que la compagnie est auditée, justement, est-ce qu'il y a de la proof of reserve, quel est le prestataire externe qui fait la custody, est-ce qu'il y a une police d'assurance sur la custody. Tout ça, c'est des infos qui, pour moi, en fait, tous les choix peuvent être faits. Moi, je suis un peu sur Bitcoin ou sur autre, hein, finalement, mais tant que la transparence est quand même mise en avant. Donc ça, en tant que, tu vois, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est un peu les choses que je me pose comme question, c'est de dire, bah, finalement, le choix est important, mais aussi, qu'est-ce qui est presque plus important que le choix, c'est de communiquer cette transparence-là aux utilisateurs pour qu'ils soient conscients des choix qui sont faits. Et après, chaque utilisateur est maître de choisir si ça lui convient ou pas. Voilà. Absolument. Je suis d'accord avec toi que la transparence est importante parce que j'ai fait des recherches là, sur plusieurs échanges plus canadiens et Ouais. j'étais très choqué de voir que certains, il y avait peut-être, je pense qu'il y a CoinSquare. Si tu recherches, il faut que tu cliques au moins, faut que tu cliques 20 clics au moins pour trouver l'info qui parle de comment ils custodient les coins. Puis l'info, c'est littéralement deux phrases qui dit on a une solution euh, privée, quelque chose. Pas plus de détails que ça. Donc, c'est quelque chose de très choquant de voir que les gens font pas plus de recherches, de savoir au moins qu'est-ce qui arrive avec leur Bitcoin. Donc, bon, je suis sûr qu'en te connaissant que vous allez être plus avoir des standards plus élevés. C'est le Mais but. Après, j'allais dire, je vais jouer l'avocat du diable, puisqu'après, il y en a qui vont nous dire, mais du coup, est-ce que vous expliquez ou pas? Euh, Bon, après, c'est l'objectif. Nous, si quelqu'un regarde sur notre site, on a très peu d'infos. Bon, je joue l'avocat du diable, j'allais dire notre site a très peu d'infos dans sa globalité parce qu'on démarre. mhm. On n'est même pas live d'ailleurs encore pour le moment, donc il y a plein de choses qui sont encore en train d'être définies. Euh, mais une fois que les choses seront définies, c'est un engagement qu'on a dans notre équipe, c'est de donner en tout cas le maximum d'informations possibles. Personnellement, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Après, il y a toujours des trade-offs en tant que dirigeant d'entreprise, mais effectivement, si on peut le faire, on le fera euh, et, euh, et on le mettra en avant.
Cool. J'aimerais ça parler un peu de ton expérience qui t'a mené à ce que tu es aujourd'hui. Je sais que tu as pris aussi un cours à un certain point de coding, donc tu es un développeur aussi. Puis ensuite, ben, Milo, tu étais développeur de produits, fait que tu étais en plein dans le développement d'une application qui alerte aux besoins des clients. Puis tu sais, maintenant, le développeur de produits, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. C'était pas une fonction qui existait auparavant. Donc, si tu pourrais un peu donner ton expérience par rapport au fait que tu as un peu ce background technique, donc tu comprends c'est quoi les challenges derrière une application. Moi, je suis plus marketing, mais avec Verify, j'ai quand même été proche du développement technique. Fait que, je suis pas le genre de gars de marketing qui dit Hey, moi, je veux ça, puis fais ça en 2 semaines. Je comprends vraiment les challenges un peu derrière. Donc, si un peu tu peux donner ton expérience en tant que développeur de produits, puis le fait que tu as un background technique, ça serait intéressant. Ouais, alors moi en fait à la base j'ai un background qui est pas du tout qui est pas du tout technique. J'ai un background business. J'étais à l'école de commerce de l'université de McGill comme on disait plus tôt. Bon après j'ai choisi des cours. Alors, c'est un peu la méthode le cursus nord-américain que j'aime beaucoup, mais on peut vraiment personnaliser son bachelor en fait parce que c'était un bachelor. Et donc moi j'avais fait trois choses. J'avais fait une expertise enfin une spécialité en entrepreneuriat puisque j'avais cet aspect construire, enfin, quelles sont les implications dans la création d'une entreprise, quels sont les différents piliers qui sont importants. Donc j'avais choisi cette spécialité-là. J'avais une spécialité stratégie, ce qu'ils appellent stratégie globale ou global strategy, qui est très stratégie d'innovation, stratégie de grande entreprise, expansion internationale, etc. Et ensuite j'avais une dernière spécialité qui était un peu ma première introduction dans le monde du technique, si on peut appeler ça comme ça, qui était d'un point de vue analyse de données. Donc, sans être un développeur avancé, et je ne sais même pas si on peut appeler ça du développement, mais je faisais de l'analyse de données qui se rapproche plus de la science des données avec un langage de programmation qui s'appelle R, qui est d'ailleurs assez puissant. On peut faire beaucoup de choses, nous on le faisait à notre niveau, mais qui permet de faire des modèles assez poussés quand même sur des datasets alors dans un contexte business pour faire différentes analyses de données. Donc ça, c'était ma première introduction un peu aux techniques, en fait, qui pour moi m'a permis de comprendre comment certaines choses fonctionnent derrière, un peu comme on dit en anglais, under the hood, sous le capot. D'un point de vue, encore une fois, d'innovation et moi, de tech, j'étais passionné par toutes différentes technologies qui sont poussées, mais sans vraiment, en fait, réellement comprendre derrière comment c'était fait. Et avec R, finalement, on peut comprendre ben, voilà, un modèle de prédiction de trafic dans la rue, ben, ça se construit avec R potentiellement. Ou un modèle de prédiction ou de classification, enfin, il y a plein de différents modèles qui peuvent être bâtis. Ben, finalement, on se rend compte quels sont les paramètres et aussi on rend compte du coup des points forts et des points faibles d'un modèle. On peut comprendre un modèle finalement, quels sont les facteurs qui déterminent la force de prédiction du modèle. Donc, c'était intéressant en fait de comprendre comment les choses fonctionnent très simplement. Ensuite, et je pense que c'est à ça que tu faisais référence, à un moment donné, je pense que si je me souviens bien, c'était avant de rejoindre Milo, qui maintenant s'appelle Mocha d'ailleurs, j'ai fait un bootcamp de développement web et mobile, enfin développement web, qui se retraduit sur du mobile après aussi, qui était un bootcamp qui est fait avec Ruby on Rails, qui est une framework d'ailleurs qui est assez cool parce que ça permet de développer assez rapidement du back-end. Et du front, c'était du JavaScript très simplement. Enfin, on utilisait différents langages. Mais donc ça, c'était très cool parce que pour moi, l'objectif, c'était pas du tout d'être développeur. Et on voit beaucoup de gens qui rentrent dans ces bootcamps en souhaitant être développeur, ce qui est pourquoi pas. Mais sachant que c'est quand même, je dis ça parce que c'est 10 semaines ou 3, enfin je sais plus, c'est à peu près presque 3 mois. Je trouve que c'est un peu light, il faut vraiment se donner. Puis je pense qu'il faut faire beaucoup de choses à côté pour être développeur derrière. Mais moi, je suis allé dans un contexte où je voulais encore une fois vraiment approfondir cette compréhension de qu'est-ce qui se passe sous le capot quand on touche un produit. C'est-à-dire demain, tu launches Canbase, bah, c'est quand même cool de savoir comment ça se passe. Tu vois pourquoi quand j'appuie là, l'app elle se lance. Quand je fais une requête, enfin quand je fais buy, pour parler Bitcoin, quand je fais buy Bitcoin, bah, derrière, il y a plein de requêtes qui sont faites, il y a plein de choses qui se passent, il y a des requêtes sur des bases de données. Donc comprendre en fait finalement comment ça marche,
Je trouvais que ça apportait un point intéressant. Et moi, dans mon rôle, et à ce moment-là, je savais déjà que je voulais travailler côté produit parce que c'est là où je me sentais le plus à l'aise et où je pensais ajouter le plus de valeur à une entreprise. Euh, En fait, avoir, entre guillemets, ce bagage technique à mon niveau, hein, qui n'était pas un niveau très avancé, ben, je trouvais ça super intéressant. Et en fait, euh, la preuve étant qu'au moment où je me retrouve en tant que product manager chez Milo, donc à l'époque, qui s'appelle Mocha aujourd'hui, ben, les discussions avec des équipes d'ingénierie, puisque finalement on travaille beaucoup avec des équipes d'ingénieurs, que ce soit front, back ou même des analystes, des data analystes, et ben en fait les discussions se passent beaucoup mieux parce que ça crée cette empathie qui est finalement nécessaire dans toute relation humaine, qui est quand même qui est assez intéressant. Quand on parle, ça permet de comprendre, ben, ok, là, il y a un challenge. Voilà ce qui est fait. On a une meilleure compréhension de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et des différents challenges qui en sortent, qui ressortent de différents choix finalement, choix produits, choix business. Donc moi, c'est dans ce contexte-là que je l'ai fait ce bootcamp. Euh, Vis-à-vis de Bitcoin, alors par exemple sur Bitstack, je suis pas du tout le développeur de Bitstack. J'ai mon associé Kabir qui est lui beaucoup, enfin bien meilleur que moi, et qui est lui ingénieur de formation, d'ailleurs de l'université de McGill aussi. Mais je trouve que d'avoir ce petit bagage technique, tu vois, même quand c'est de lire un papier sur Bitcoin, c'est quand même cool de comprendre, ok, bon bah, tu vois, les choses fonctionnent un peu de cette façon versus cette façon, euh, sans prétendre pouvoir connaître un peu les détails très techniques de Bitcoin. Ça permet d'avoir un angle plus intéressant. Et moi, c'était ça l'objectif de ce parcours-là. Super, merci. Très d'accord avec toi, là. Je pense que ce qui est le plus important, là, c'est vraiment les relations humaines là, dans une entreprise pour que tout fonctionne bien. Donc, le fait que tu comprenais tes développeurs, ça a sûrement aidé l'entreprise à progresser, éventuellement se faire acquérir ou j'imagine que ça faisait partie de ça, non? Ouais, puis ça donne plus de crédibilité aussi. C'est-à-dire que quand tu parles à un développeur, je dis ça un peu en souriant parce que c'est un peu, je sais pas, c'est pas un mythe du coup, puisque je pense que c'est réel, mais souvent il y a peut-être une barrière invisible qui peut se créer, je pense, bon, entre tout rôle, mais c'est un peu parce qu'on en parle souvent en rigolant en tech, qu'il y a toujours une barrière entre les ingénieurs et presque tous les autres rôles qui ne comprennent pas ce que vivent les ingénieurs tous les jours et leurs difficultés. Ben, finalement, voilà, ça enlève cette barrière-là. Et je pense que c'est apprécié des deux parties, c'est-à-dire c'est de faire un pas dans le monde de l'autre et l'autre faire un. Et après, bon, il y a plein d'ingénieurs qui sont très business-minded ou très product-minded, et je pense que c'est ce genre de collaboration qui fait qu'un projet réussit. Donc, c'est aussi une question de crédibilité et d'empathie, comme je disais plutôt. Bon, super. Tu as été exposé au Bitcoin comme justement un outil d'épargne très tôt, mais j'imagine que ton expérience dans une compagnie qui se concentrait sur l'épargne t'a encore plus ouvert les yeux par rapport aux réalités, surtout des jeunes, comme tu as dit. C'est quoi les challenges pour les jeunes pour sauver de l'argent en ce moment? Autre, Mm. ben, il y a le fait qu'ils sauvent de l'argent en fiat qui est déjà euh, quelque chose qui ne fonctionne pas à la base. Mais est-ce que tu peux en parler plus? C'est quoi que tu as découvert justement à travers ces 2 années chez Milo, qui est maintenant Mocha? C'est quoi les challenges? Pourquoi les jeunes ne sauvent pas d'argent? Pourquoi les jeunes ont tendance à être broke, comme on dit, puis vivre un peu euh, paycheck à paycheck, avoir des dettes, pas avoir nécessairement des perspectives d'avenir, des projets de taille. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas vraiment de projet pour s'acheter une maison. Ils vont tendance à être célibataires plus longtemps, donc vivre tout seul dans des appartements loués peut-être. Donc, tu as été plongé dans ce monde-là assez profondément. Donc, je suis curieux de savoir ce que tu as conclu de tout ça. C'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses qui finalement vont paraître plus évidents pour des gens qui maintenant, enfin, il y a pas mal de liens qui vont être faits avec Bitcoin alors qu'on parle même pas de Bitcoin. Mais la première chose que j'allais dire, c'est que, parce que c'est ce que Bitcoin résout, mais entre guillemets, mais on vit dans une société quand même de surconsommation. Et pourquoi je parle de ça, c'est que, et je vais essayer de donner deux perspectives parce que aujourd'hui, avec Bitstack, on est dans un contexte qui est franco-français, on est donc un contexte français.
Alors qu'avec Milo, Mocha, bien qu'ils sont implémentés aujourd'hui en France et qu'on avait lancé à l'époque Mocha, donc ça avait déjà changé de nom en France, c'était dans un contexte canadien. Dans un contexte, et il y a des liens entre les deux, mais il y a aussi des différences qui sont super intéressantes à noter. Mais dans les deux, on est un peu victime de cette société de surconsommation, qui est un peu le point de départ, parce qu'en fait, si on analyse la chaîne presque de valeur de la finance personnelle des gens, le point de départ, c'est qu'on travaille. Donc on travaille, on gagne de l'argent qui est normalement être censé une récompense monétaire de l'effort et du temps passé sur une tâche. On est payé et là on a une décision à faire qui est de dire bah, est-ce que je dépense, est-ce que j'épargne, est-ce que je fais travailler cet argent sur un projet. Et comme on est dans une société de surconsommation, en fait les gens ont énormément de dépenses et sont incités à penser court terme versus long terme, puisque maintenant on nous pousse sans arrêt à en fait nous créer des besoins qui sont parfois même inexistants finalement, de se dire bah, j'ai besoin de ça alors qu'on n'en a pas réellement besoin, ou j'ai besoin de m'acheter ça, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça. Donc les gens dépensent beaucoup et sur des choses qui sont très superficielles ou très matérielles. Bon, c'est le choix de chacun, mais pourquoi je dis ça? Parce que du coup, en fait, cette idée de l'épargne, elle est un peu passée de côté pour beaucoup de personnes, parce qu'en fait, du coup, épargner, ça paraît un peu, et je vais être, excuse-moi le mot, c'est un peu chiant, en fait, finalement, d'épargner. Épargner, c'est, enfin, quand on demande aux personnes, est-ce que tu aimes bien épargner? Bon, en fait, c'est un effort d'épargner. Parce que ça implique, ah, ben, en fait, c'est de l'argent que je dois bloquer. Et cette vision long terme, on l'a un peu perdue, alors que le bénéfice, en fait, tu sais, c'est un peu suffer now pour avoir un truc encore mieux plus tard. Euh, Ça a été perdu. Donc, finalement, ce qu'on s'est rendu compte chez Milo et chez Mocha dans un contexte canadien, c'était donc, un, les gens n'aiment pas épargner, c'est un effort, c'est chiant. Deux, il y a un problème, ça qui est très spécifique au Canada, enfin nord-américain, mais qui est aussi très spécifique au Canada, c'est le niveau d'endettement. Du coup, encore une fois, je parlais de cette société de surconsommation, mais qui pour moi est liée, puisqu'on a une culture de dépenses au Canada qui est, bah, voilà, il y a la carte de crédit, enfin, les gens sont endettés à plusieurs niveaux. C'est d'ailleurs un peu triste, entre guillemets. Les gens ont des cartes de crédit qui sont maxed out. Les gens ont des lignes de crédit personnelles, il y a la dette étudiante et il y a le mortgage. Tu vois, donc déjà, en termes de type de catégorie de dette qu'il y en a beaucoup. Mais en plus, les gens max out toutes ces catégories de dettes. Donc, tu te retrouves avec une carte de crédit maxée à 10 000, disons. Tu as la dette étudiante, c'est 80 000, on va dire. Je lance un peu des chiffres, mais pour donner des ordres de grandeur. Tu achètes une maison, allez, tu as encore 100 000 ou plus de dettes. Bon, tu finis, tu as 0 asset et tu que des liabilities. Et finalement, c'est un peu comme ça que tu tombes dans ce piège de travailler et de rembourser ta dette qui non seulement est énorme, mais en plus de ça, l'intérêt, en fait, c'est un chemin, c'est un truc sans fin, quoi. Donc, on s'est dit, je ne parlerai pas de la dette parce que ça, c'est presque un problème très spécifique, mais qu'il fallait qu'on rende l'épargne beaucoup plus amusante, en fait. Presque de gamifier, c'est un mot que j'aime pas, c'est un buzzword, gamifier, mais en fait, de rendre l'épargne amusante, alors déjà accessible à tous, que tout le monde puisse épargner, mais aussi amusante parce que justement, il y avait ce côté, ben non, l'épargne, personne ne voit ça comme un truc positif, l'épargne. Alors que c'est positif parce que ça te permet de faire de belles choses dans ta vie. Je disais, en fait, il y a plus ou moins 4 choses que les gens font, enfin, épargnent pour. Euh, En France, par exemple, le premier raison de l'épargne, c'est un projet immobilier. Comme s'acheter une maison, ou un appartement ou une maison, c'est cool parce que c'est là où on peut construire sa famille et faire plein de choses. Le deuxième, c'est préparer l'avenir de ses enfants. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre là pour les autres, mais préparer l'avenir de ses enfants, préparer sa retraite et ensuite juste se construire un patrimoine en règle générale pour le futur, pour préparer le futur. Ça, c'est un peu les grandes raisons pour lesquelles les gens épargnent. Donc, il faut se dire, bah, si on met beaucoup plus ça en avant, bah, ça va, en fait, finalement, les gens vont visualiser pourquoi ils épargnent. Et donc, chez Milo, il y avait quelque chose qui était très smart, c'était en fait de rendre l'épargne basée sur des objectifs. En fait, de directement, justement, lier l'épargne aux objectifs d'épargne. Donc, sur l'application Milo et Mocha, qui existe toujours, donc j'invite les gens à checker s'ils veulent checker ça. Mais on peut créer des objectifs, donc justement un objectif projet immobilier ou un objectif voyage 2023, c'est un peu compliqué en ce moment, mais voyage 2023 dans tel pays, ou etc., etc. Et de mettre de l'argent de côté dans ces différents objectifs, dans ces différentes cagnottes, et voir concrètement le progrès. Voilà, je suis à 10% de mon objectif.
puisque l'objectif, c'est d'avoir 500 euros, par exemple, et je mets 10 euros de côté par jour. Donc voilà, petit à petit, ma progress bar, mon progrès sur l'objectif, il augmente. Donc ça, c'était une des façons qu'on a directement en fait essayé d'éduquer et de démocratiser l'épargne chez les jeunes. Et il y a eu quelque chose qui était pour moi un peu la clé pour Milo et Mocha, et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on réutilise chez Bitstack, c'est cette notion de l'arrondi automatique. Donc l'arrondi automatique, c'est quoi? C'est finalement ce que moi j'appelle une règle d'épargne ou une méthodologie d'épargne ou une solution d'épargne qui, comment elle fonctionne? Qui fonctionne en fait en permettant à l'utilisateur de lier son compte bancaire à l'application. Donc on connecte son compte au Canada, c'est TD, Royal Bank of Canada ou Scotia. En France, du coup, c'est Crédit Agricole, LCL, toutes les grandes banques. Et en connectant son compte en banque, on va pouvoir arrondir toutes les dépenses qui sont faites sur les transactions d'utilisateurs. Donc, je dépense un café, enfin, j'achète un café à 1,20 €. Je arrondis cette dépense à l'euro supérieur. Je paye 2 euros. Du coup, j'ai 80 centimes de change, de petite monnaie, de spare change. Et ça, on peut l'épargner pour l'utilisateur. Et après, bon, le placer où on le souhaite. Donc, chez Bitstack, c'est en Bitcoin. Chez Mocha, c'était dans un panier d'actions et d'obligations. Et en fait, faire ça, c'est très smart. Pourquoi? Parce qu'en fait, psychologiquement, les gens aiment dépenser. Ça revient à ce qu'on disait plus tôt, mais les gens aiment dépenser et pas épargner. Et en fait, c'était une façon de faire épargner les gens sans leur dire qu'ils épargnent, sans leur demander d'efforts additionnels et sans leur demander de changer leurs habitudes de vie de tous les jours. En gros, le pitch, c'est you spend, you save. Ou tu dépenses, tu épargnes en même temps, tu n'as rien d'autre à faire. Et donc ça, c'était très smart et ça a été un des gros atouts sur comment aider les jeunes à épargner. Et on nous dit tout le temps, et je termine là-dessus, l'épargne par arrondi, mais du coup, ça marche pas puisque c'est quelques centimes tous les jours. Ben, en fait, quand même pas, parce que les gens, comme ils dépensent entre guillemets beaucoup, enfin, ils font beaucoup de transactions aujourd'hui, ben, ça s'accumule. Ce qu'on avait vu, c'est que c'était à peu près entre 10 et 15 euros par semaine par utilisateur sur le compte chèque principal, hein, donc sur sa carte principale, ce qui fait à peu près 40 à 60 euros par mois, ce qui fait à peu près 650 euros par an. C'est quand même un beau voyage, c'est un premier pas sur cette construction de l'épargne et c'est mieux que rien de toute façon. Et donc nous, et je fais le point avec Bitstack et après je pose là, mais on s'est dit, mais attends, si les gens font ça et qu'on arrive à résoudre en fait cette première partie de l'équation qui est de comment en fait démarrer cette démarche d'épargne, comment aider les gens à épargner, bah, l'arrondi, c'est le premier pas, c'est la façon la plus indolore. Nous, on appelle ça l'épargne indolore, c'est-à-dire ça n'a aucun effort, ça coûte rien, tu dépenses, tu épargnes en même temps. Si on arrive à résoudre ça avec l'arrondi, et qu'en plus, une fois que les gens épargnent, on peut leur faire accumuler du Bitcoin, ben on résout en fait finalement ce qui pour nous est l'équation complète, c'est-à-dire la construction de l'épargne et démarrer à épargner, et ensuite avoir une épargne qui pour nous est du coup la meilleure épargne qu'on pense qui existe, qui est en Bitcoin, puisque du coup on protège son épargne et on a une épargne long terme. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on réutilise sur Bitstack, qui est ce concept de l'arrondi automatique, et du coup pour nous en Bitcoin. Super, j'ai deux questions qui viennent de ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez étudié un peu l'effet psychologique que peut avoir une dette sur l'esprit humain? Moi, personnellement, j'ai jamais eu de dette significative. J'ai eu la chance d'investir dans le Bitcoin assez tôt, donc sans être encore super riche. J'ai jamais eu des dettes qui flottaient un peu comme une épée de Damoclès, ou j'ai oublié au-dessus de la tête. Donc, mais tu sais, des fois, si tu empruntes un peu de l'argent à un ami ou quelque chose, tu as ce poids sur les épaules qui te pèse. Et pour moi, ça doit être. Je comprends pas comment quelqu'un peut avoir une dette de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour ça, pour ci, pour ça. Et vivre avec ça tous les jours, ça doit être quelque chose d'assez éprouvant. Est-ce que vous avez creusé ça un peu ou parce qu'en même temps, oui, c'est bien de commencer à épargner de cette manière-là, mais si tu as une dette dont tu t'occupes pas vraiment bien sur le côté, qui n'est pas reliée à cette épargne-là, et même si tu finis par économiser peut-être 1 000 $ à travers une application de ce type, mais que les intérêts sur ta dette je sais pas, sont plus élevés que ce que tu as réussi à épargner, ben, tu continues à reculer dans cette perspective-là. Comment tu joins l'épargne et en même temps la résolution de la dette? Ça doit être un gros challenge.
Ouais, en fait, on s'est penché sur le sujet à l'époque, enfin à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a 2, 3 ans quand je travaillais chez Moka, puisque finalement c'était un peu le deuxième. Si on résout le problème de l'épargne, comme tu l'as très bien dit, en fait c'est un peu un boulet comme un boulet de prisonnier de l'époque qu'on est attaché au pied. Si on épargne, mais que du coup on est tiré avec 200 kilos au pied, on n'avance pas très loin. C'est un peu l'analogie. Du coup, et peut-être pour alors, d'abord la première, parce que tu parlais de est-ce qu'on s'est penché sur l'impact de la dette. Quand on s'est penché sur le sujet de la dette, on avait fait toute une partie de recherche client et d'entrevue client pour un peu essayer de comprendre justement l'impact sur la vie personnelle des gens d'être très endettés. Et c'est plus anecdotique dans le sens où c'était des cas par cas. Enfin, nous, on avait fait toute une étude qui était à la fois quantitative et qualitative, mais pour essayer d'illustrer un peu, on a rencontré des gens enfin, c'est un peu, c'est triste encore une fois, mais ça leur a ruiné leur vie finalement, puisque leur couple, il y avait une personne qu'on avait rencontrée en entrevue client, enfin, en recherche utilisateur, on va dire, qui était en couple, qui avait tellement de dettes qui finalement, ça a brisé le couple parce qu'en fait, la dette, ça, après, tu peux plus rien faire finalement. Ça devient le sujet de conversation de tous les jours. Les gens ne peuvent plus faire rien d'autre puisqu'ils peuvent plus partir en vacances, ils peuvent plus financer quoi que ce soit dans leur vie. Donc il y avait un impact qui était quand même assez poussé et qui psychologiquement, en fait, c'est comme tu disais, ça empiétait sur la vie personnelle des gens. Et j'avais une petite parenthèse parce qu'on parlait de si le taux d'intérêt est haut, bah, en fait, rien que l'intérêt sur la carte de crédit, c'est 20%. Enfin, je ne veux pas lancer de débat, j'allais dire c'est du vol, c'est peut-être un peu du vol quand même, mais 20% de taux d'intérêt, enfin, le calcul est vite fait, hein. Si quelqu'un commence à maxer une carte de crédit, effectivement, si on n'est pas en capacité de gérer sa dette proprement ou de la rembourser rapidement, à 20% compounded, donc avec de l'intérêt composé par mois, ça va très très vite. Donc il y a un problème. Donc on s'est penché sur le sujet, on s'est dit effectivement, si les gens épargnent mais qui sont trop endettés et qui font un pas en avant, deux pas en arrière, il y a un problème. Et d'ailleurs, donc Moka, je pense, travaille sur le sujet, enfin, parce qu'on travaillait dessus à l'époque. Et ils ont un produit aujourd'hui qui avait été commercialisé, qui est un produit, qui est une solution de management de la dette que je trouve en soi très intelligent, qui est de dire, bah, en fait, il faut savoir prioriser ses choix, ses choix en termes d'épargne, justement. C'est-à-dire, ça sert à rien d'épargner pour son voyage en vacances en 2023 si tu as une dette de 5 000 $ sur ta carte de crédit qui a 20% d'intérêt par mois. Donc, en fait, il faut faire des choix intelligents. On parle toujours de faire un fonds d'urgence. Parce que finalement, si tu rembourses ta dette, mais que tu n'as même pas de fonds d'urgence et qu'il arrive un nouveau problème, du coup, tu dois faire un emprunt pour résoudre le problème qui surgit. Ça, c'est pas top non plus. Donc, il faut faire un fonds d'urgence. Une fois qu'on a un fonds d'urgence, il faut d'abord, effectivement, avant d'épargner pour certains objectifs, malheureusement, rembourser sa dette. Et là, je simplifie, mais il y a plein de littérature déjà dessus, mais le plus important, c'est de rembourser la dette qui a le plus gros intérêt. Donc, s'il y a une dette sur la carte de crédit, il faut rembourser la carte de crédit d'abord. Ensuite, généralement, ça va être les lignes de crédit personnelles. Et ensuite, le student loan et ensuite le mortgage, enfin le prêt sur l'immobilier. Donc, effectivement, il faut rembourser ça. Et après, on peut commencer à épargner pour différents objectifs. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on a vu les choses à l'époque chez Moka. Mais ça, c'est un problème qui est très nord-américain. Si je dis pas de bêtises, l'audience pourra confirmer de leur côté, mais si je dis pas de bêtises, il me semble que le Canada, à un moment donné, c'était un des pays avec le plus gros debt-to-income ratio. Presque au monde, hein, si je me trompe pas. En tout cas, si c'est pas c'était dans Je le top pense que 10. j'ai entendu ça plusieurs fois aussi. Ouais, ça te dit Ouais, quelque chose, ouais, 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 parce exact. que Ouais. c'est fou. En tout cas, sur du retail, enfin, pour revenir sur l'étude, nous, ce qu'on avait vu, c'est que, enfin, c'était des ratios de dette qui étaient énormes. Et retrouver un jeune Canadien qui avait au moins 25 000 de dette et zéro asset, du coup, on parle de jeunes de 18, 25 ans. Enfin, ça, c'était presque le standard, en fait, finalement. Le standard canadien, presque, je dis ça, là, chacun pourra aller sur les différents sites gouvernementaux qui font les études, qui font les statistiques, mais nous, de ce qu'on voyait sur notre audience, en tout cas, après, on avait une audience qui était très basée là-dessus quand même, puisque c'était les problèmes qu'on essayait de résoudre, mais c'était presque courant d'avoir quelqu'un qui avait zéro asset, zéro actif et 25 000 de dette minimum sur des cartes de crédit, des choses donc qui ont des intérêts énormes.
Donc, c'était un gros problème. Et je pense que c'est un gros frein dans la vie de plein de gens. Donc, c'était une mission qui nous tenait à cœur. Ouais. Donc, le Canada est un peu dans la merde parce que non seulement les citoyens Mm. sont endettés, mais le pays aussi. Je trouve qu'il y avait, moi personnellement, tu vois, j'ai quitté le Canada puis j'ai l'intention de renoncer ma résidence fiscale là-bas parce que je vois cette épée de Damoclès qui grandit non seulement pour chacun des citoyens, mais aussi pour le pays en général. Et ça me fait peur, ça me fait vraiment peur parce que le monde a tendance à se dire qu'ils ont réussi cette fois-ci, ils ont réussi pour de vrai à vivre sur la dette indéfiniment jusqu'à l'éternité, puis être un pays fonctionnel. Mais j'ai comme un pressentiment que ça ne va pas se dérouler extrêmement bien. Donc, moi j'ai fait le choix de partir personnellement parce que j'ai pas le goût de payer avec mes bitcoins pour le fall de cet empire canadien. Mais bon, est-ce qu'il y a une différence en France? Parce que là, tu as dit que c'est le cas pour les jeunes Canadiens d'être relativement broke, donc paumés en français. Est-ce que c'est différent en France? Est-ce qu'il y a des habitudes différentes? Ouais, ouais, il y a pas mal de différences intéressantes. En fait, la culture de l'épargne et de l'investissement en France est très différente de la culture de l'épargne et de l'investissement en Amérique du Nord pour globaliser. Euh, Non seulement sur deux parties, en fait, sur la partie dette et sur la partie investissement, donc placement de l'épargne. En Amérique du Nord, le niveau d'endettement est beaucoup plus élevé. Par exemple, un point très concret, mais en France, on a très peu cette culture de la carte de crédit. Pour la plupart des gens, ça n'existe même pas. En fait, on a tous des cartes bleues qui sont avec des découvertes. Il y en a pas. S'il y en a, ils sont très. En fait, on parle d'ailleurs de découvert, on ne parle pas de crédit. Ce qui est quand même une notion différente, c'est-à-dire qu'en France, on peut être à découvert. Il y en a parfois, on peut pas être à découvert. Découvert, c'est être en dessous de zéro. Euh, Si on est en dessous de zéro, on a des seuils qui sont quand même assez bas. Enfin, donc, on peut pas être très, très, très bas. On peut faire moins 100 euros, moins 200 euros, ça dépend des cartes qu'on a. Mais donc, on n'a pas cette notion de carte de crédit et de dépenser à crédit. Déjà, ça montre un peu la différence de culture. C'est au Canada, moi, je m'en rappelle, j'étais pas endetté, mais je dépensais à crédit parce que si on le fait intelligemment aussi, il faut être honnête, il y a une stratégie qui est d'utiliser les rewards qu'il y a sur les dépenses et les consommations à crédit. Si on la rembourse rapidement, finalement, c'est gagnant. Mais bon, c'est un peu une mentalité qui est complètement différente. Après, sur les placements, donc en France, on n'a pas ces niveaux d'endettement. En France, notamment, c'est beaucoup l'endettement sur l'immobilier. Mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à creuser sur le sujet. C'est encore complètement différent. Mais la deuxième, c'est sur l'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puis on a écrit un blog sur Bitstack sur justement, enfin, il s'intitule Pourquoi épargner en Bitcoin, mais dedans, justement, on parle beaucoup de l'épargne. Et ce qu'on a réalisé en faisant un peu des recherches de notre côté, c'est que en France, le peuple français, les Français, épargnent beaucoup. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose parce que c'est comme ça comme on disait tout à l'heure, c'est comme ça qu'on finance en fait différents projets, des projets futurs. Mais contrairement au nord-américain, en France, on investit très peu. En France, d'ailleurs, ça me rappelle un cours, pour la petite parenthèse, ça me rappelle un cours de finance à l'université de McGill où on avait comparé le travail d'un gestionnaire de portefeuille pour un Français de plus de 50 ans qui a maintenant un patrimoine à gérer versus un Nord-Américain de 50 ans. Enfin, en France, le patrimoine est composé principalement de l'immobilier. C'est-à-dire que les gens détiennent principalement de l'immobilier et leur proportion d'equity, donc d'actions et d'obligations, entre guillemets, de produits financiers de ce type-là, eh ben, elle est quand même très faible sur leur patrimoine global. Alors qu'en Amérique du Nord, je dis ça parce que c'est un peu dit tout le temps comme ça, c'est lancé un peu dans plein de sources, mais je veux dire, tout le monde a un 401k qui est détenu à Fidelity, c'est un peu le stéréotype, mais tout le monde a sa retraite chez Fidelity sur le S&P 500. C'est un peu, c'est un stéréotype, mais c'est un peu vrai. La proportion, quand on fait les analyses sur différentes études, est beaucoup plus du patrimoine est beaucoup plus investi en Amérique du Nord qu'en France. Donc en France, finalement, c'est ça. Il y a un niveau d'endettement, pour résumer, qui est plus faible. Il y a une épargne qui est très élevée. Ça, c'est un point positif. Mais du coup, un placement de l'épargne qui est faible. Alors pourquoi c'est problématique?
mais je vais expliquer pourquoi c'est problématique, mais pourquoi c'est une super opportunité pour Bitcoin, parce qu'il faut quand même tourner ça vers Bitcoin. Mais c'est un problème parce que dans un monde 100% fiat, si tu n'investis pas ton argent, bah, tu bénéficies malheureusement pas, entre guillemets, de cette augmentation euh, des prix des actifs, parce je pense c'est un peu ce que tout le monde se pose la question, un peu tous les bitcoiners, c'est de se dire euh, ben, l'argent il n'est pas distribué de la même manière pour tout le monde, donc tous les détenteurs d'actifs, c'est pour ça que la bourse, le S&P 500, c'est à peu près 20% par an, coïncidence ou pas. L'augmentation de la masse monétaire des banques centrales, c'est 20% par an. Donc, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment une augmentation de la valeur ajoutée des entreprises du CAC 40 ou de l'S&P 500? Peut-être pas. Finalement, c'est juste que si tu imprimes 20% plus d'argent et qui sont directement insérés sur le CAC 40 et le S&P 500, bizarrement, ça prend 20% aussi. Bon, c'est un point de vue, c'est une analyse. Mais du coup, on n'en bénéficie pas de ce système si on ne détient pas des actifs. Donc, les Français, finalement, sur les 20 dernières années qui ont été quand même assez intéressantes, ou en tout cas les 10 après 2008, où ça a été une hausse constante des prix des actifs, l'immobilier, les equities, enfin, toutes les classes d'actifs, presque toutes les classes d'actifs ont explosé. Donc, pour un peuple qui épargne et qui place pas, ça, c'était un problème. Et on l'a vu d'ailleurs, il y avait une étude qu'on a utilisée justement dans cet article qui a été fait par le groupe Alliance, si je ne me trompe pas de nom, et qui montrait que justement le patrimoine d'un Français, en fait, sur les dernières années, il n'avait pas augmenté à la même vitesse que le patrimoine d'un Nord-Américain à cause de ça. Par contre, pourquoi c'est une opportunité pour Bitcoin? C'est que finalement, vu qu'on épargne beaucoup en France, c'est quand même une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on arrive à mettre de l'argent de côté et qu'on a du coup cette capacité à financer des projets futurs. Donc, si cette épargne est bien utilisée et bien placée, et c'est là que vraiment on veut pousser à dire, ben voilà, c'est l'intitulé de notre article, mais pourquoi épargner en Bitcoin? Et du coup, si tu épargnes en Bitcoin, ben, tu bénéficies du fait que tu épargnes beaucoup et tu te protèges du fait qu'il y a ce niveau d'endettement, enfin là je parle pas en termes de particulier, mais niveau d'endettement de la monnaie fiat et du système qu'on a aujourd'hui, eh ben, il y a quelque chose d'intéressant qui peut se créer. Et on peut préparer son avenir, son futur de façon intelligente. Euh, donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est un peu les différences en France. Donc nous, on travaille principalement sur la même partie qu'au Canada, qui est de dire ben, comment aider les jeunes à épargner, parce que bon, les jeunes, de toute façon, c'est tout le monde démarre à épargner quand on a 18 ans et qu'on travaille. C'est un peu la première, enfin, justement, c'est un peu la bonne opportunité pour se dire, ben, je commence à recevoir un salaire ou des rémunérations de différentes activités. Il faut que je mette un peu de l'argent de côté. Et nous, on pitch beaucoup et on veut démocratiser, ben, justement, encore une fois, pourquoi épargner en Bitcoin et aider les jeunes à se construire directement un compte épargne en Bitcoin au lieu de le mettre dans le livret A. J'en ai pas parlé, le livret A, c'est le produit financier le plus connu, enfin le plus répandu en France. Et c'est quand même c'est quand même assez intéressant pour pas dire ironique, mais puisque c'est un compte épargne qui génère 0,5% en ce moment, en tout cas c'est 0,5% d'intérêt. 0,5%, Wow. c'est ouais, sachant, mais tu dis ça, mais c'est sachant en plus qu'en France tout le monde utilise ça, tu vois, puisqu'on n'investit pas. Du coup, C'est un peu je crois que l'équivalent du CELI, un peu l'équivalent du CELI, un peu, ou... ben, même pas, parce que le CELI, c'est encore différent au Canada. Le CELI, c'est un véhicule. C'est-à-dire, dans le CELI, tu peux mettre ce que tu veux, si je me trompe pas, parce que maintenant, j'y suis plus, mais si je me trompe pas, le CELI, c'est un véhicule qui est. C'est le TFSA, c'est ça le CELI? C'est le Tax Free Euh, Savings Account, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, tu peux mettre des actions aussi, mais je Ouais, c'est pense que ça. le taux, euh, le taux comme par défaut, c'est vraiment ridicule aussi, là. Ouais, bah, au Canada, je me rappelle si tu ouvres juste un Basic Savings Account dans ton CELI ou pas d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est hyper faible. Mais en fait, ce qui est justement un problème en France, c'est que vu qu'on n'investit pas, en fait, toute l'épargne des Français va plus ou moins dans des dépôts bancaires ou des livrets d'épargne. Il y a plusieurs livrets d'épargne, il y a livret A, il y en a d'autres. Mais je crois que, ben, on en parlait dans l'article, sur 200 milliards d'euros d'épargne qui a été créé en 2020. Enfin, en tout cas, sur les dernières années, on était à peu près à 200 000. En plus, le Covid a fait que les gens épargnaient encore plus parce qu'on a dépensé moins. Je pense que c'est plus de 60% qui est mis sur des dépôts bancaires, euh, qui laissent dormir, en fait. Donc, on peut voir, en fait, finalement, l'opportunité manquée. Moi, je vois ça comme un opportunity cost, un coût d'opportunité ou une opportunité manquée, parce qu'il y a beaucoup d'épargne qui est générée et finalement qui est un peu perdue d'un point de vue coût ou baisse du pouvoir d'achat de cette épargne qui est générée.
Donc ça, c'est un peu le problème en France. On n'investit pas et tout ça est laissé dormir sur des comptes bancaires, ce qui est bien pour les banques puisque ça fait travailler d'autres projets d'investissement pour les banques. Mais pour le particulier qui récupère ses 0,5%, bah, c'est problématique. C'est très intéressant ce que tu dis. Donc, moi, j'ai un peu observé, bien que les situations soient complètement différentes, là, mais au Mexique, la philosophie d'épargne, elle n'est pas semblable à celle des Américains. Donc, évidemment, les gens n'ont pas accès au crédit de la même façon qu'un Canadien peut juste rentrer dans une banque et se faire offrir toutes sortes de cartes de crédit de toutes les couleurs. Puis il y a aussi le monde investi principalement dans l'immobilier quand vient la question d'épargne. Il n'y a pas cette culture de Wall Street. On l'a vu dans la dernière année, des stocks qui explosent, puis de S&P 500 qui continue à battre des records, malgré que si on regarde la réalité des choses, est-ce que ça reflète vraiment la réalité du marché? Est-ce que tout va vraiment bien comme on le dit? Pas vraiment. On s'entend qu'en ce moment, il y a plusieurs choses étranges qui se passent sur la planète. Donc, comme tu as dit, en France, une culture d'investissement un peu plus traditionnelle. Donc, dans du concret, dans l'immobilier, voire peut-être les gens ont plus tendance à garder leur billet d'euros dans un matelas plutôt que dans une banque, dans des comptes. Et c'est quoi les challenges justement pour toi pour faire comprendre aux gens que le Bitcoin répond à cette culture d'investissement plus traditionnel, un peu semblable à l'immobilier, que c'est du concret, c'est quelque chose de vérifiable, bien que ça soit digital. Donc, comment on fait le saut de cette forme d'épargne traditionnelle à cette nouvelle technologie qui est absolument fascinante et qui peut être assez compliquée à comprendre entièrement. Comment on fait chez Bitstack pour justement expliquer le Bitcoin aux gens? C'est la bonne question à se poser parce que je pense que celui qui résout le mieux à comment expliquer que le Bitcoin est nécessaire pour tout le monde, c'est c'est celui qui va pouvoir le répandre. Enfin, donc c'est une bonne mission à se donner, mais c'est le challenge justement. Nous, en fait, comment on a réfléchi à la chose, on s'est dit pourquoi en fait, comme on disait, c'est pourquoi l'épargne. Donc en fait, au début, on se dit pourquoi l'épargne c'est important. Bon, là, je pense qu'on est tous alignés. C'est pour financer ses projets futurs, et là, tout le monde va être d'accord. Épargner pour financer un projet immobilier, c'est bien. Pour l'avenir de ses enfants, comme on disait tout à l'heure, c'est bien. Pour sa retraite, c'est bien. Maintenant, comment on tire le lien, comme tu disais, ou on tisse le lien entre l'épargne et le Bitcoin? Ben là, au lieu de potentiellement, il y a deux façons de le faire. Je pense qu'il y a à dire, ben, voilà pourquoi la monnaie fiat, ça, il y a des inconvénients. Enfin, voilà pourquoi potentiellement le système est brisé. Et donc, dire, ben voilà, Bitcoin, c'est une alternative, c'est une façon. Je pense il faut faire celle-là aussi, il faut l'expliquer. Mais il y en a une deuxième, c'est juste en fait de dire pourquoi le Bitcoin est une bonne, sans parler en fait de l'alternative, pourquoi Bitcoin est juste une bonne solution d'épargne. Et en fait, nous, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a regardé différentes études qui ont été faites. Et il y avait une étude, si je me souviens de tête, qui a été faite par la Massif, qui est un groupe d'assurance en France, qui a fait une étude sur les 18-25 ans et qui a réalisé que la durée moyenne d'épargne des 18-25 ans, c'est 4 ans. Alors moi, je me suis dit, ah bah tiens, ça tombe bien. En plus, on parle tout le temps autour du Bitcoin du cycle de 4 ans, alors qu'il soit vrai ou pas, ça c'est un autre débat. Mais je me suis dit, bah, j'ai quand même checké Bitcoin et je me suis dit, bah, si on fait un 4-year moving average depuis le début à la fin, bah, en fait, ça a toujours été positif. Parce qu'on faut que je mentionne que quand même souvent un des arguments quand on pitch Bitcoin à quelqu'un, enfin quelqu'un qui connaît pas, hein, à qui c'est regarde ça de loin, c'est ah ouais, mais là, par exemple, je viens de regarder la bourse et j'ai vu que Bitcoin, je regardais mon graphique et j'ai vu que Bitcoin a perdu 10% ou 5%. Donc, si je mets mon épargne demain, quelle garantie j'ai? Et c'est là qu'on tisse ce lien-là. On dit, ben non, mais en fait, quand toi, tu épargnes pour un projet immobilier, tu ne tires pas l'argent demain. Tu sais que tu vas épargner pour à minima 4 ans. Et 4 ans, regarde, quand tu as une vision qui est moyen-long terme, finalement, Bitcoin est une bonne solution d'épargne. Et ça mitige vachement cette volatilité. Donc, en fait, c'est ces deux liens qu'on essaie de tirer en disant, ben, quand vous épargnez pour le moyen-long terme, ben, Bitcoin a peu de points négatifs, principalement la volatilité, mais du coup, qui est mitigé. Le risque de la volatilité est mitigé plus on a une vision long terme. Et donc, c'est un peu cette vision-là qu'on essaie d'apporter. Et on rajoute à cela
parce qu'encore une fois, je mets le doigt dessus, mais la volatilité, c'est pour moi le point le plus contraignant pour aujourd'hui une cible de personne qui s'est jamais encore vraiment plongé sur Bitcoin, c'est de dire, ben, OK, mais comment on t'amène sur ces 4 ans à avoir le moins de stress quand tu regardes la valeur de ton épargne potentiellement faire un yo-yo si elle est en Bitcoin, ben, c'est justement en fait que ça soit de l'arrondi automatique ou de l'achat récurrent. Ben, ça te permet, c'est une stratégie bon, maintenant qui est connue par plus ou moins tous les Bitcoiners, mais par beaucoup d'autres personnes aussi sur d'autres classes d'actifs. Donc, ce fameux DCA, Dollar Cost Averaging, qui est de dire bah, si tu mets 10 euros par jour ou par semaine ou par mois, tu vas venir lisser ce prix d'achat. Donc, en fait, maintenant, on commence à aligner plusieurs choses. Un, si tu épargnes pour plus de 4 ans, bah, tu es plus ou moins garanti, en tout cas d'un point de vue historique, que ton épargne soit toujours positive. Et en plus de ça, si tu fais sur ces 4 ans-là cette stratégie de DCA, et ben, tu t'assures au maximum, en tout cas, de bénéficier d'un point de vue optimisé euh, tes points d'entrée et du coup la valeur de ton épargne, ta plus-value sur ton épargne, entre guillemets, en tout cas si c'est mesuré en fiat. Euh, donc ça, c'est comme ça qu'avec Bitstack, on essaie de répondre à ce besoin-là. Et après, il y a un rôle éducationnel que tout le monde joue, je pense, dans l'écosystème Bitcoin, c'est d'expliquer Bitcoin, c'est d'expliquer donc la politique monétaire de Bitcoin. Moi, j'aime bien toujours dire, j'explique aux gens, je leur dis, vous avez déjà joué au Monopoly? Oui. Il y a un peu cette blague dans le Monopoly que la banque gagne toujours. Puis c'est un peu ça. Mais Bitcoin, c'est un Monopoly où les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que les règles du jeu, déjà, elles sont connues. Il y a 21, enfin, pour être très précis, il y a presque infiniment proche de 21 millions, mais on va dire qu'il y a 21 millions de Bitcoin. Il y a une émission de la politique monétaire, enfin, donc une émission de Bitcoin qui est prédéterminée, qui est connue, qu'on peut auditer, la façon dont les règles du jeu ont été déterminées, enfin, sont connues de tout le monde. Donc, on a un réseau qui est transparent, qui ont des règles mathématiques. En plus, ça suit des règles mathématiques et physiques, donc c'est quand même cool parce que c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment changer. Du coup, on est sur un système qui est vachement résilient, qui ne change pas, qui est le même pour tout le monde et qui n'a pas de barrière d'entrée. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très riche ou quelqu'un qui a moins de moyens, ben, ils bénéficient tous les deux de la même manière du réseau. Donc ça, c'est un rôle que tout le monde doit jouer, d'expliquer pourquoi Bitcoin c'est intéressant et pourquoi ça a un rôle à jouer dans notre société et dans la vie des gens de tous les jours. Super, je pense qu'on observe une tendance. Je pense qu'il y a effectivement une opportunité. Bon, il y a vous, je pense aussi que tu es au courant de Docs Reserve qui a cette approche d'épargne également, de stacking sats. Donc, c'est toujours parmi dans la marée des shitcoiners puis des blockchain evangelists NFT. C'est cool qu'il y a c'est drôle parce que vous venez tous de Montréal. Pas Tu vous sais que venez tous de Montréal, mais vous avez tous eu une expérience à Montréal où il y a une communauté Bitcoin maximaliste, maximaliste, concentrée sur le Bitcoin only comme culture un peu d'entreprise. Donc, c'est intéressant de voir que tous les entrepreneurs français qui ont passé par Montréal ont cette mentalité. Et j'espère que ce narratif, que cette vision va s'imposer en France. Puis j'ai confiance qu'avec des entrepreneurs comme toi, comme les autres, ça va être le cas. Peut-être, on a quand même fait beaucoup de temps, mais j'ai peut-être une ou deux questions encore si tu es ouais, correct avec ça. ouais, Bon, c'est bon pour moi. pour Bitstack, vous récoltez en ce moment des images. Je vais mettre le lien évidemment de ton site web pour que les gens puissent voir. Vous en êtes où au stage de votre entreprise en ce moment? Est-ce que vous recherchez des fonds? J'ai vu aussi que vous cherchez des nouveaux employés. Est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails? Peut-être quelqu'un dans l'auditoire qui va être intéressé à remplir un rôle ou un autre. Donc, si tu peux nous dire où vous en êtes où, c'est quoi votre roadmap? Est-ce que vous avez des plans, un plan plus établi pour l'année qui s'en vient? Ça fait 1 an à peu près qu'on travaille sur Bitstack. Aujourd'hui, on est à un stade où on prépare ce lancement. Donc, effectivement, comme tu l'as mentionné, on a une liste d'attente qu'on a mis en place. C'est principalement pour que les gens restent au courant
de l'évolution des choses. Et je vais faire mon petit pitch du selling point, mais en fait, le principal intérêt de la liste d'attente, c'est qu'on va te donner un accès anticipé. Bon, tu vas me dire un peu comme toutes les listes d'attente, mais c'est ça l'objectif. D'ailleurs, on prépare cet accès à la bêta pour très bientôt. Donc, si les gens veulent y accéder très rapidement, c'est le meilleur moyen de le faire. C'est en mettant son email. Puis, ça va nous permettre aussi d'avoir le maximum de retours clients. Donc, si en fait, on ne se rend pas compte en étant de l'autre côté, mais maintenant étant côté dirigeant d'entreprise et dans une équipe de personnes qui construisent qui bâtissent le produit, les retours clients sont vachement importants et définissent plus que ce qu'on pense la roadmap derrière. Donc s'il y a des bitcoiners qui veulent donner des bons retours et influencer la roadmap, c'est une bonne manière de le faire, c'est de faire partie des premiers utilisateurs et de dire hey les gars, j'ai vu qu'il y a ça qui marche pas très bien ou j'aimerais beaucoup qu'il y ait ça. Et finalement, c'est vachement pris en compte. Donc j'encourage et ça me ferait super plaisir d'avoir tout ce feedback-là. Donc là, c'est là où on en est. On se prépare à ce lancement qui est prévu pour très prochainement. Nous, l'objectif, c'est de lancer début 2022. Donc, on est déjà début 2022 a commencé. Donc là, on se prépare dans quelques semaines à ouvrir la bêta. Ensuite, il y aura le lancement officiel. Donc, nous, tout est prêt pratiquement de notre côté. La prochaine étape, ça va être de parler de Bitstack et d'essayer de répandre du coup Bitcoin à un maximum de personnes. Ça, c'est notre mission derrière Bitstack, mais qu'un maximum de gens épargnent en Bitcoin. On recrute du coup pour nous se joindre dans l'aventure, comme tu l'as mentionné, 3 personnes notamment, sachant qu'on va en recruter bien plus dans les mois qui viennent, mais au début, on commence avec 3 personnes. On a 3 rôles différents. On a un rôle côté marketing qui est assez senior. On recrute un CMO, donc un Chief Marketing Officer, un directeur marketing qui va nous accompagner vraiment sur toute la stratégie d'acquisition client. Enfin, il y a pas mal de casquettes à porter sur ce rôle-là. On a un rôle de product designer, ça qui est un peu le rôle que j'affectionne particulièrement parce que ça rejoint un peu ce que moi je faisais. C'est un peu différent, mais ça rejoint un peu mon monde favori qui est vraiment définir l'expérience utilisateur, donc tout le UX UI. Et là, je trouve que c'est très intéressant pour Bitcoin parce que c'est là finalement qu'on peut rendre un peu des choses complexes très simples. Et pour moi, c'est un sujet que je vois beaucoup tourner sur Bitcoin. C'est justement comment on peut améliorer l'UX et l'UI. Et du coup, il y a une belle opportunité de se joindre à nous pour avoir cette influence-là, en tout cas via Bitstack en France. Et le dernier rôle, c'est un rôle d'ingénieur. Donc un software engineer, donc un ingénieur informatique, qui va aider donc mon associé qui lui est CTO de la boîte à développer le produit donc l'app mobile et le back-end. Le back-end, ça inclut toutes les intégrations partners. Donc, on travaille avec plein de beaux partenaires de l'écosystème Bitcoin aussi, puisqu'on a que ce soit le côté paiement, côté fourniture de liquidité. Conservation des actifs, etc., etc. Donc ça, c'est les 3 rôles. J'invite les gens à checker sur Bitcoiner Jobs. Je pense que c'est un peu le point de référence. Il y a pas mal d'autres offres d'ailleurs, donc checker si des gens veulent faire le pont sur Bitcoin. Moi, j'avais vu ça avant même que je démarre Bitstack, je trouvais ça vraiment top. Et donc là, on est côté employeur, on est avec Bitstack sur Bitcoiner Jobs. Il y a les 3 rôles, puis comme ça, vous pouvez avoir le lien pour postuler, le lien pour notre site aussi, notre Twitter, etc., etc. Voilà. Je vais mettre le lien de Bitcoiners Job. Pour ceux qui ne savent pas, Bitcoiners Job, c'est un projet qui a été démarré qui vise à être un point central pour tous les rôles que les compagnies Bitcoin recherchent. Donc, vous pouvez retrouver vraiment un peu de tout. Pas juste des rôles techniques, je pense, comme toi, tu as dit, des rôles de marketing également. Donc, très intéressant. Si tu aurais à dire, est-ce que du côté financement, peut-être tu peux pas ou tu veux pas discloser, tu veux pas en parler. Côté financement, est-ce que vous avez eu déjà un appui à ce niveau? Vous êtes correct de ce point de vue ou si tu veux pas en parler, c'est correct aussi. Non, je peux pas te donner trop de détails encore, mais dans les grandes lignes, on est soutenu par plusieurs personnes. De toute façon, en France, il y a 2 acteurs, enfin, il y a toute une partie. En fait, on a ce qu'on appelle le dilutif, et peut-être ça aidera les gens qui créent des entreprises, parce que c'est la même chose au Canada. Enfin, c'est la même chose dans tous les pays. Il y a le financement dilutif et le financement non dilutif. Le non dilutif, c'est tout ce qui est emprunt, subvention, bourse, etc. Donc, on est allé chercher du non dilutif. En France, le plus gros financeur, c'est la BPI.
Voilà. Donc après, sans faire d'annonce, mais on est allé chercher un peu de ce côté-là. Et côté dilutif, on est aussi soutenu par des beaux investisseurs qui connaissent bien le sujet. Alors moins de Bitcoin, surprenamment, parce qu'en France, mine de rien, ça c'est un autre chose que j'ai hâte de voir se démocratiser. Mais des investisseurs Bitcoin, enfin Bitcoin, des investisseurs qui sont eux-mêmes Bitcoiners, j'ai envie de dire, il y en a peu. En tout cas, sur la scène européenne, il y en a moins. Je sais que ça se démocratise vachement, le côté nord-américain. Mais côté européen, il y en a moins, on va dire, voilà, pour comparer. Donc on est allé chercher, on a essayé de s'entourer de personnes qui connaissent bien d'autres types de problématiques, sachant que nous, avec mon associé, on est deux bitcoiners, donc on se sent plutôt à l'aise là-dessus. C'est plutôt du coup des gens qui vont nous accompagner sur des problématiques d'acquisition client, du X, du Y, en règle générale. Et nous, tant qu'on apporte un peu de notre thèse autour de Bitcoin, et qu'on pousse Bitcoin, on pense que c'est une combinaison gagnante. Donc malheureusement, j'aurais aimé pouvoir te donner plus de détails, je peux pas encore, mais on est allé essayer de s'entourer des différents acteurs qui vont pouvoir nous accompagner. Le but étant de, encore une fois, nous donner un maximum de ressources pour accélérer notre croissance et accélérer du coup, via Bitstack, le nombre de personnes qui détiendraient Bitcoin. En France, en tout cas pour démarrer, et ensuite en Europe. Super. Peut-être dernière question. Comment tu vois Bitstack? Comment tu vois Bitcoin dans 1 an, 3 ans, 10 ans? C'est quoi ton rêve par rapport à tout ça? Comment tu vois le monde se former autour du Bitcoin et comment Bitstack va aider à réaliser cette vision que tu as? Ben, je dis toujours en rigolant, je, l'avantage, c'est que même si Bitstack n'existe plus, Bitcoin sera toujours là. Donc ça c'est la bonne chose, c'est que d'une manière ou d'une autre, Bitcoin, je suis très confiant sur le fait que les gens finiront par entrer entre guillemets dans le jeu ou dans le système, enfin, en tout cas à rentrer dans Bitcoin parce que Bitcoin est là pour rester, ça c'est sûr, et que Bitstack ou non soit là, euh, voilà, finalement ça a peu d'importance pour Bitcoin. Et je pense que ça c'est important d'ailleurs pour Bitcoin en tant que réseau, c'est que la participation de différents acteurs a peu d'importance. Enfin, ça dépend comment on voit les choses, ça a une importance parce que finalement il y a un écosystème qui grandit autour et ça aussi rend Bitcoin plus résilient et ça permet d'éduquer les gens sur Bitcoin, de démocratiser Bitcoin, de faciliter l'accès à Bitcoin, mais aussi tout en se rappelant que si Bitstack demain n'est pas là, Bitcoin n'est pas mort. Si Coinbase demain n'est pas là, Bitcoin n'est pas mort. Donc ça, c'est aussi, moi je me dis toujours, je suis confiant et je sais que les gens finiront par tracer leur chemin sur Bitcoin d'une manière ou d'une autre. Maintenant, pour faire le point sur Bitstack, on se dit quand même que ça serait cool qu'on accélère les choses. Moi, du coup, c'est comme ça, en fait, le chemin de Bitcoin est déjà tracé. Nous, notre seul objectif, c'est d'accélérer la transition euh, sur Bitcoin et d'aider le plus rapidement possible un maximum de personnes à onboarder Bitcoin parce qu'il y a une certaine urgence, entre guillemets, derrière. Enfin, c'est un peu comment le système a été créé, mais le plus tôt, le mieux quand même pour tout le monde. Donc, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Bitcoin, pour finir sur Bitcoin, parce que tu disais comment je vois Bitcoin dans 10 ans, enfin en 1 an, 4 ans, 10 ans. Bitcoin va continuer son chemin. Moi, je dis toujours, quelle garantie il y a sur Bitcoin? Bah, bon, il n'y a que 21 millions de Bitcoin, donc chacun voit les choses comme il le veut, mais la garantie que Bitcoin donne, c'est que la part de la pizza, elle est la même pour tout le monde. Si tu as un Bitcoin, tu auras toujours un Bitcoin sur 21 millions de Bitcoin. Ça, c'est cool. Et Bitcoin, c'est quand même un réseau qui est enfin, moi, je trouve qu'il est quand même très sous-estimé. C'est-à-dire que avec Bitcoin, on peut épargner, donc protéger son épargne. On peut envoyer de l'argent n'importe où très rapidement avec des réseaux qui sont plus ou moins minimes. Enfin, en tout cas, qui font compétition de très loin à tous les rails de paiement, comme on appelle ça. C'est pas en Europe. Bon, au Canada, il y en a différentes, il y a Interac, etc. Mais en Europe, par exemple, c'est principalement du SEPA qui est fait. Donc, c'est pour le Single European Payment Area. C'est cher, c'est lent. Donc, Bitcoin, finalement, c'est quand même très cool pour plein de choses, pour le paiement, pour l'épargne euh, et pour la partie souveraineté individuelle, puisqu'on peut détenir Bitcoin par soi-même. Donc, Bitcoin va continuer à tracer son chemin. Donc, comme je disais avec Bitstack, nous, au début, on se focalise sur l'épargne parce que c'est le premier point d'entrée et c'est un peu le premier cas d'usage de Bitcoin. C'est de dire, bah, si j'épargne en Bitcoin, j'ai cette protection et j'ai une part de pizza qui est fixe.
C'est-à-dire, j'ai un Bitcoin sur 21 millions ou j'ai X Bitcoin sur 21 millions, ça changera pas. Et je me protège contre ce système un peu inflationniste des monnaies fiat. Maintenant, nous, comment on voit Bitstack, c'est d'être non seulement ton compte épargne Bitcoin, mais à terme, potentiellement, en fait, bien plus. La vision de Bitstack, c'est finalement d'être ton point central pour manager tes finances liées à Bitcoin. Il y a plein de sujets intéressants qui vont peut-être donner des sneak peeks, comme on dit, sur les choses sur lesquelles on réfléchit, mais c'est déjà fait de toute façon en Amérique du Nord. Mais il y a la finance Bitcoin, c'est bien plus que l'épargne, c'est les paiements pair à pair, c'est comment obtenir de la liquidité avec du collatéral en Bitcoin. Un peu comme du collatéral avec une maison, on peut mettre ses bitcoins en collatéral, obtenir de la liquidité en fiat. Et moi, ce que je trouve vachement intéressant, on en parle très peu, mais je pense que ça peut être un vrai point d'accroche pour beaucoup de gens qui ont moins cette philosophie de Bitcoin sur d'autres sujets. Mais c'est quand donc ce qu'on appelle un Bitcoin-backed loan, c'est qu'il n'y a pas d'événement imposable. C'est-à-dire, on ne vend, alors, non seulement on ne vend pas ses bitcoins pour en profiter de la partie haussière, mais en plus, en France, on a une fiscalité qui est quand même assez agressive. C'est 30%, c'est ce qu'on appelle la flat tax de 30% sur toutes tes plus-values faites sur des cryptoactifs, donc on va dire Bitcoin. My God. Ben là, ouais. C'est comment prendre une portion du truc. En tout cas, c'est assez drôle. Mais c'est une bonne façon, du coup, de pouvoir garder ses bitcoins, continuer à être exposé à la performance haussière de Bitcoin et ne pas avoir, et du coup, comme je disais, ne pas créer d'événements imposables et ne pas payer de plus-value. Et donc, du coup, mettre ses bitcoins en collatéral et obtenir un prêt en euros dans ce cas-là. Donc, il y a plein de choses côté paiement, côté épargne, côté emprunt, entre guillemets, qui peuvent être faits sur Bitcoin. Et donc, la vision de Bitstack, c'est d'être le point de référence pour les consommateurs français et européens par la suite sur tous les sujets de finance autour de Bitcoin. Voilà. Super, merci. Concernant la flat tax, vous avez la Côte d'Azur, hein, les accidents de bateau, de paquebot, ça s'arrange, tu vois. Bah, nous, c'est l'avantage qu'on a dans la région, c'est que malheureusement, des intempéries arrivent. On est en bateau avec ses amis le week-end. Et comme on veut tous parler enfin, on veut tous se montrer nos clés, etc. Bon, bah, il y a des accidents qui arrivent. Donc ça, Ouais, c'est un peu la mauvaise nouvelle pour les autres. Mais ouais, voilà, c'est vrai. malheureusement. Bon, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié, j'ai appris beaucoup sur l'univers français. Tu sais, le but de la sauce Bitcoin, c'est vraiment d'interroger tout l'univers francophone entourant le Bitcoin. Puis je suis très content et très, très content de savoir qu'il y a une voix française comme ça, qu'il y a une entreprise qui se développe de cette manière-là. Donc, je te souhaite vraiment que Bitstack au lancement soit une réussite et que Bitstack contribue à la chute de la Banque centrale européenne et que Christine Lagarde se ferme la trappe une journée. Une journée ou une autre grâce au Bitcoin, grâce à vous. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. C'était vraiment un plaisir de te parler. Merci. Bah, merci à toi. Puis, Dernier mot de la fin. ouais, j'allais dire le dernier mot de la fin. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit plus tôt que je trouvais quand même assez drôle et intéressant. C'est qu'effectivement, vous pouvez quand même, je dis vous, mais je parle de tous les Montréalais qui font partie de l'écosystème Bitcoin. Je pense qu'il y a quand même, il faut être fier puisque, comme tu disais tout à l'heure, coïncidence ou pas, beaucoup des entrepreneurs français qui ont été, je pense, en tout cas, je vais parler pour moi-même, beaucoup influencé par cet écosystème, par ces meet-up, cette belle époque de meet-up qu'il y avait depuis justement 2016, enfin qui commençait bien avant, mais moi j'ai pu commencer à participer en 2016. Et coïncidence ou pas, voilà, chacun trace son chemin et ça nous permet d'un peu pousser cette ethos en France aussi. Donc je trouve ça assez marrant. Tu as mentionné quelques autres sociétés qui sont aussi de Montréal et je pense qu'ils ont une influence aussi beaucoup de Montréal. Donc, je trouvais ça cool. En tout cas, pour le dernier mot de la fin, je te remercie. C'était un vrai plaisir aussi. Puis, je trouve ça super cool ce que vous faites avec la communauté, pour justement la communauté francophone qui se résume pas qu'à la France, qui se résume pas qu'à Québec. Et je pense, du coup, vous avez pas mal de beaux projets à annoncer. Mais voilà. En tout cas, ben, merci à toi, Maciek. Puis, c'était un plaisir de catch up. Merci beaucoup, Alexandre.